Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudy Vervoort. Bonjour. Bonjour. Ministre-président de la région, PS. D'abord, évidemment, je vais vous demander, parce que je sais que vous aimez bien Johnny Hallyday, vous l'aimiez bien, il est décédé cette nuit. Quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Attendez. Oui. La première réaction A, c'est une bien triste Saint-Nicolas. La réaction B, c'est un immense sentiment nostalgique. Ou C, c'est juste un Bruxellois exilé qui meurt. Vous allez faire ça pour toutes les questions pendant Non, juste celle-là. Oui, il y a beaucoup de nostalgie parce que dans ma génération, bien évidemment, il a accompagné mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et donc de manière quasi permanente avec des hauts et des bas. Moi, je retiens les hauts et je trouve que j'ai eu la chance, comme beaucoup, d'aller à ces spectacles à multiples reprises. Je trouve que, en tout cas, les années, le temps lui allait très très bien et qu'il bonifiait, c'était devenu une véritable icône. Et puis surtout, je pense qu'il avait trouvé le bon équilibre entre le rock que moi j'adore et la variété que j'apprécie moins. Et c'est le rock qui l'emportait dans ses derniers concerts. Il avait un groupe qui était vraiment bien équilibré dans cette dimension-là et qui redonnait finalement aussi à certaines chansons qui, à un moment donné, avaient été surproduites, leur véritable sens et je dirais leur punch. Et c'était un showman extraordinaire. Voilà, je pense que, oui, une mort, c'est toujours, pour moi, c'est comme le décès de David Bowie ou de Freddie Mercury, des gens que j'ai vraiment... que j'aime beaucoup, ça nous ramène à ce que nous sommes, nous, finalement. Ça nous ramène à notre finitude et en même temps, ça nous rappelle tant de souvenirs. Moi, les chansons, ça fait partie de ma vie. Donc, fatalement, je ramène toujours un souvenir avec une chanson. Alors, j'ai une autre chanson. Je n'ai pas encore trouvé le titre, mais bon, ça pourrait être en rapport avec le Siamu, en tout cas. Allumer le feu. Voilà, par exemple. Alors, justement, Allumer le feu, on parle d'un audit incendiaire de la Cour des comptes dans la Libre pour non-respect de règles de marché public. C'était pendant la période 2012-2015. Le MR dit qu'il faut une commission d'enquête. Que dit le ministre-président? D'abord, on va prendre connaissance du rapport définitif de la Cour des comptes. Dire que le gouvernement actuel n'a pas attendu le rapport de la Cour des comptes pour prendre une série de mesures visant à clarifier le mode de gestion du Siamu. Il y a toujours eu une espèce de concurrence entre les opérationnels et les administratifs pour savoir qui gérait quoi. Et on a pris une série d'options en début de législature, et donc notamment aussi visant à améliorer les prises de décision, la gestion d'un certain nombre de dossiers, notamment par l'engagement d'un agent spécialisé en matière de marché public. Voilà, je pense que c'est ça ce qu'il faut viser. Mais vous saviez qu'il y avait des problèmes? Oui, bien sûr. Oui, si on a pris une série de décisions visant à réformer le Siamu, c'est parce qu'on avait conscience qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Maintenant, on ne mesure pas toujours l'ampleur. Ça, ce sera en fonction du rapport définitif. Mais donc, voilà où on en est. Mais je sais aussi que, par ailleurs, ça fait aussi partie aujourd'hui d'une espèce de mainstream qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de dire qu'il faut une commission d'enquête. Ou d'abord commencer par dire c'est le PS. En l'occurrence, je ne pense pas que sur les marchés publics, ce soit le cas au niveau du Siamu. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que l'institution fonctionne bien. Et puis surtout, que les pompiers sont en situation de finalement remplir leur mission première, à savoir sauver des vies. Si le MR dit par exemple c'est le PS, c'est parce que la directrice précédente était étiquetée PS. Oui. Elle travaille encore dans votre cabinet d'ailleurs. L'actuelle est aussi PS. Administratif, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout beaucoup de pompiers. Et de toute façon, l'option que nous avons prise au niveau du management, c'est de donner le leadership aux opérationnels, à savoir aux pompiers. Donc, on suivra cela plutôt premier trimestre de l'année à venir? Oui, dès que... de toute façon, la réforme se poursuit, donc elle sera mise en œuvre. Alors, en matière de gouvernance, de transparence, déjà à la rentrée 2016, vous aviez demandé une série de choses. Limiter le nombre d'élus, notamment moins d'échevins, moins de conseillers communaux, moins de députés aussi, vous aviez dit. Or, on voit qu'au Parlement, sur la gouvernance, on a un peu avancé, mais pas du tout sur ces idées-là. Vous êtes déçu? C'est-à-dire que les questions, finalement, liées à un certain nombre d'affaires sont venues polluer un débat que moi je souhaitais serein. Il faut quand même se rappeler, par 2016, mes propositions sont venues avant tout ce que nous avons connu. Et donc, d'une certaine manière, on s'est beaucoup focalisé sur la transparence. Les cumuls aussi. Oui, ce qui était important, ça je ne le nie pas. Mais sur la gouvernance bruxelloise, beaucoup moins. Malheureusement, moi je le regrette.
parce que c'est un débat beaucoup plus intéressant sur le long terme. C'est de voir comment notre architecture institutionnelle peut être plus efficace, qu'elle soit, je dirais, plus compréhensible pour le citoyen. Et donc, moi, c'est vers cela que je voulais aller. Bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai bien compris que ce serait un peu plus compliqué, d'autant qu'avec les élections communales qui approchent, vous pensez bien que dans mes propositions, il y avait une diminution du nombre d'échevins, etc. C'est sans doute moins sexy pour certains. Maintenant, l'étude qui est en voie de finalisation, elle existera et je ne doute pas qu'elle sera remise sur le métier pour la prochaine législature, où là, je pense qu'on aura sans doute, je l'espère, une opportunité pour modifier le mode de gouvernance entre communes et régions pour la prochaine législature. À propos d'architecture institutionnelle, il y a un projet qui fait beaucoup de bruit, c'est le projet One Brussels des socialistes flamands. En fait, une ville-région fusionnée. Alors, côté francophone, et notamment au PS, on n'en veut pas. Mais ça ne vous plairait pas, vous, d'avoir davantage de compétences au niveau régional? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont morcelées aujourd'hui. On s'en plaint. Mais il faut viser le niveau de pouvoir qui est le plus efficace. Mais dans, pour chaque compétence. Oui, parce que dans la proposition du SPA, les choses sont assez claires. Il n'y a plus qu'un seul niveau de compétence. Le reste sont des districts. Enfin, des districts, mais donc on est clairement dans une situation post-fusion de communes. C'est une réflexion comme une autre. Moi, je pense qu'on doit... En fait, il ne faut pas se mettre dans la position du non absolu, on ne veut rien changer. Ça, je pense, c'est une mauvaise chose. On doit être disposé à entendre ce que les uns et les autres peuvent apporter dans un débat. Mais à un moment donné, il faut pouvoir atterrir sur quelque chose qui fasse l'objet du plus large consensus. Et donc, je ne suis pas convaincu que les propositions du SPA, telles que présentées, nous amènent à un consensus généralisé. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai dit, non. Essayons plutôt d'aller vers le réel de ce qui est possible, et puis surtout continuons à travailler sur les dossiers, c'est ça aussi le plus important. Mais où doit-on discuter de cela, cette idée d'améliorer l'architecture institutionnelle? Mais moi, mon idée, à la base, c'était de produire une étude, enfin vraiment une réflexion universitaire sur le sujet, mais au final, c'est les partis politiques qui doivent s'emparer de ce débat-là. C'est ni le Parlement, ni le gouvernement. Donc la future majorité en 2019. Bien sûr, parce qu'il faut viser un consensus qui soit beaucoup plus large. Et à cet égard-là, ce sont des équilibres politiques qu'il faut pouvoir trouver. Mais il faut que chacun... Je ne termine pas. Oui. Que chacun prenne ses responsabilités là où il les exerce. Alors, vous parliez de projets, de plans, et il y a pas mal de projets pour Bruxelles, et on en a présenté pas mal ces dernières semaines. Il y a cette école régionale des métiers de la sécurité pour l'année prochaine, la reconversion des casernes, la caserne de la gendarmerie. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Quand est-ce qu'on verra vraiment ces projets dans Bruxelles? Ce sont des projets de grande envergure. Il faut bien on peut y ajouter le musée aussi. Bien sûr, et qui impliquent beaucoup de niveaux de pouvoir, parce que on parlait des casernes, ça implique une négociation avec le fédéral, avec Belliris, donc c'est Yann Yambon, ce qui n'est pas toujours simple à la base, de discuter avec la NVA, le MR Didier Reinders, qui est dans ce rapport majorité-opposition, et on a pu démontrer précisément que dans des dossiers de ce type-là, on transcende les divergences de vues pour arriver à pouvoir monter des projets qui fassent l'unanimité. Donc ça, je trouve que c'est un élément positif. On parlait parfois des chocs entre les différents partis politiques. Sur ce type de thème-là, je pense que c'est positif de dire, voilà, on avance sur des projets ambitieux pour Bruxelles, mais de grande envergure, qui nécessiteront et qui nécessitent du temps. Mais le chemin, il est tracé et on l'emprunte. On est en mouvement. Moi, c'est ça que je retiens. C'est toujours de me dire, je ne suis pas dans l'obsession d'aller couper des rubans. Je suis dans l'obsession de faire en sorte que ces projets-là soient demain irréversibles et qu'on ne revienne pas en arrière, quelle que soit la majorité en place. Parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des Bruxellois. Mais pourquoi ces dossiers-là avancent et le dossier du Stade national, par exemple, n'avance pas? Est-ce qu'il était cochonné et mal torché, comme l'a dit Charles Michel? C'est une manière, j'ai envie de dire, peu élégante de se tirer de ses responsabilités propres. En plus, vis-à-vis d'un camarade de son propre parti, c'est pas très sympa. Mais non, je pense que le fédéral est dans l'incapacité, précisément. C'est la preuve, en fait, qu'ils sont incapables d'arriver à un point de vue et de défendre le projet, tout simplement. D'ailleurs, il le dit, le fait de le faire en Flandre, ce qui montre bien qu'il a bien compris qu'il y avait un enjeu flamando-flamand là derrière, sur lequel, effectivement, il n'a aucune prise. Alors, il y a d'autres dossiers, là plutôt bruxellois, où on se demande, est-ce qu'on va vraiment arriver à quelque chose? Par exemple, le plan taxi. Pascal Smet dit, voilà, c'est sur la table.
Mais on attend. Alors, qu'est-ce qu'on attend, Rudy Vervoort? Mais on est là dans un dossier que moi je considère comme étant déterminant sur une vision qu'on a de notre modèle social. Et on le voit, d'une part, si on regarde un petit peu Uber, parce que sans le nommer, c'est quand même ce modèle-là que certains veulent promouvoir. Si on regarde les choses, c'était merveilleux il y a quelques années. Aujourd'hui, même les économistes qui ne sont pas nécessairement des gauchistes nous disent que c'est un modèle qui n'a pas de viabilité financière. Ils sont en train de s'écrouler. Ils perdent des milliards chaque année parce que ce modèle-là, il n'est pas rentable. Imaginez qu'on fasse prévaloir un modèle par rapport à un autre, on risque de se retrouver pieds et poings liés face à un modèle économique. Mais pourquoi attendre? Parce qu'aujourd'hui, Uber, ça se développe. Et il n'y a toujours pas de plan taxi. Non, Uber se développe au travers d'un modèle qui est en fait une plateforme de limousine. Et principalement de Flandre et de Wallonie qui viennent ici sur le terrain. Donc moi, je plaide toujours pour une réforme du secteur taxi. D'abord du secteur lui-même, parce qu'il a besoin d'être modernisé, il a besoin d'être mis au goût du jour, parce qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas. Il ne faut pas non plus dire qu'il y en a à côté des bons. Non, ça, certainement pas. Moi, je ne veux pas la fin ou la mort du secteur des taxis. Certainement pas, parce que ce secteur a une utilité. Et je ne veux pas donc non plus qu'il soit livré à un secteur concurrentiel qui va tout balayer sur son passage, mais qui laissera quoi après? Moi, je ne souhaite pas un champ de ruines. Oui, mais est-ce que Pascal Smet doit revoir sa copie? Est-ce que c'est le plan qu'il y a pour l'instant sur la table qui n'est pas bon? Il faut en faire un nouveau. Finalement, il ne se passe rien. Mais pour l'instant, on discute encore de grands principes. Tout simplement parce que pour faire en sorte de faire évoluer le système, il y a des options qui impliquent aussi des implications budgétaires pour le gouvernement. Mais il y aurait une solution avant les élections de 2019 ? Ça, je préjuge de rien. Et pour les allocations familiales, là, il y a un délai un peu plus important. Donc là, il faut quand même arriver à une solution. Oui, pour le coup, c'est un dossier qui là impacte un grand nombre de Bruxellois. Là aussi, on a l'impression qu'il y a un blocage dans le gouvernement. Alors, moi, je vais être très clair par rapport à ce dossier-là. Moi, je ne veux pas rentrer dans une logique où on aille au blocage parce qu'une formation politique estime que finalement nous devons privilégier un modèle qui est le modèle wallon, en partie flamand. Je pense que si on a régionalisé cette matière, c'est pour faire en sorte qu'on puisse construire un modèle au bénéfice des Bruxellois. Et je pense que cette position-là, elle est commune à bon nombre de formations politiques, majorité opposition au sein du Parlement bruxellois. Donc ce qu'il faut à un moment donné, c'est de considérer qu'effectivement, en politique, il y a un rapport de force. Il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais je pense qu'il faut aussi accepter qu'une majorité puisse se dégager. Et moi, je souhaite que cette majorité se dégage avec le CDH. Merci Rudy Vervoort. Et on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.